Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons toujours pareil dans le cadre des séminaires organisés dans le cadre de la plateforme Résilience. L'idée est de faire connaître la prise en charge des maladies rares afin notamment de favoriser le lien entre la ville et l'hôpital et d'orienter au mieux les patients que nous avons à prendre en charge, aussi bien en ville pour les adresser à l'hôpital sur ces situations très complexes, techniques, rares et puis pour l'hôpital, d'être en capacité de les réadresser vers la ville pour continuer la prise en charge. Donc moi, je suis le docteur Sacomano, je suis président de l'Union régionale des médecins libéraux PACA, qui représente les 12 000 médecins libéraux de PACA, et très impliqué, bien évidemment, dans ce lien ville-hôpital et justement dans cette réflexion pour améliorer la prise en charge des patients. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir le professeur Anti, qui est chef de service de l'hépatologie, responsable médical des transplantations hépatiques, responsable également de plusieurs centres, dont celui de compétences de maladies vasculaires du foie et des maladies cholestatiques, qui est aussi membre de l'équipe 8 INSERM sur les complications hépatiques qui sont liées ou compliquées les complications de l'obésité et de l'alcool. Et il est également le directeur du consortium universitaire Adipossible. Donc, il nous rejoint aujourd'hui pour nous parler des maladies hépatiques auto-immunes. Toujours pareil, on va se laisser 15-20 minutes de présentation. Et puis, on gardera à la fin 5-10 minutes pour les questions que vous pourriez avoir. Donc, n'hésitez pas soit à les noter directement dans le chat au fur et à mesure de la présentation ou sur un papier et vous pourrez après les poser en direct dans ce petit temps d'échange que l'on garde toujours à la fin de ce séminaire. Merci à tous pour votre attention et donc je passe la parole à Rodolphe Anti pour sa présentation. Bonjour à tous. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, voici le plan que je présenterai. Donc, on commencera par comment nous contacter, parce que c'est un élément que j'ai compris que ça faisait partie dans les séminaires de pouvoir favoriser la transmission ville-hôpital. Et donc, on va voir comment vous pouvez faire pour nous contacter. Point important. Et puis ensuite, je vous présenterai ces maladies. Donc, avec quelques rappels anatomiques. Alors, j'ai fait très simple et des définitions, le diagnostic et les traitements actuels. Alors, effectivement, la présence aujourd'hui, c'est parce que le service des pathologies appartient au réseau des maladies rares du foie FIL-Foie, qui est un réseau national qui s'est structuré il y a une quinzaine d'années. Et donc, vous voyez sur la carte de France, les maladies rares hépatiques sont plutôt assez bien représentées sur le territoire. À Nice, on est centre de compétences pour les maladies inflammatoires des voies biliaires et des hépatites auto-immunes. Et c'est le topo, c'est sur ces maladies-là que le topo porte aujourd'hui. On est également centre de compétences des maladies vasculaires du foie. On n'est pas centre de compétences pour les atrésies des voies biliaires et les cholestases génétiques, qui sont plutôt des pathologies qui touchent l'enfant. On pourra peut-être l'être. Moi, m'occupe que des pathologies adultes. On fait quelques consultations de transition pour ces maladies rares avec les collègues de l'Enval. Voilà. Alors, pour nous contacter, eh bien, c'est assez simple. Alors, donc, déjà, qui on est? Les pathologies, il y a deux grandes entités. Il y a l'unité d'hospitalisation, dont je suis le chef de service, qui est à l'Archer 2, qui fait 14 lits. Je suis épaulé par le professeur Albert Tran et pour mon nouvel assistant, le docteur Mourouet. Et puis les pathologies niçoises, c'est également une équipe de recherche dont je suis également chef de service avec le docteur Trucchi, qui est la responsable d'unité. Et dans cette équipe de recherche, on a différentes thématiques de recherche, mais depuis assez récemment, on a quelques protocoles qui s'intéressent au CBP, donc qui est une des pathologies qu'on va voir juste après, et également à la prise en charge du prurite, qui est parfois un des signes présents dans ces maladies-là et qui est parfois une prise en charge assez difficile. Les autres éléments de notre recherche clinique, c'est la recherche sur le foie gras et le cancer du foie. Et donc, si il y avait un besoin en termes de territoire de nous contacter pour une maladie du foie, des voies biliaires inflammatoires, ou pour une maladie vasculaire du foie, eh bien, vous pouvez contacter ma secrétaire, Madame Corniglion, dont vous avez ici les coordonnées, et on peut avoir, selon le degré d'urgence, une consultation qui peut aller de quelques jours à quelques semaines à quelques mois, selon le degré d'urgence et l'élément nécessaire de prise en charge. Alors, ces maladies rares sont, comme beaucoup, heureusement pour les patients,
soutenu par la présence d'associations qui sont extrêmement dynamiques. Et donc l'association de patients pour les maladies cholestatiques et les maladies auto-immunes hépatiques, c'est l'association ALBI. Vous avez ici le, le centre de référence, enfin l'adresse email d'ALBI qui est écrite, le site est très bien fait. Et vous avez une autre association, donc l'association des malades des vaisseaux du foie, la MVF, qui est une association qui est plus petite, il y a moins de patients présents. Mais voilà, donc c'est important pour les centres de compétences de travailler avec les associations. Et pour la petite histoire, on a fait cette année, en juin, une soirée grand public donc pour les patients du territoire avec l'association Albi. On a parlé de différents éléments et certaines diapos que je vais vous présenter ont été notamment présentées à cette soirée. Donc voilà un peu pour l'état global. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet avec que sont ces maladies. Donc, comme vous le savez, le foie est un gros organe qui fait environ 1,5 kg, qui est au niveau abdominal, en haut à droite de l'abdomen. Et ce foie est régi par une organisation. Je vais prendre le pointeur si je l'ai là. Ouais. Voilà, donc vous avez le foie qui reçoit 2 tiers du sang par le tronc porte, qui est tout le sang qui vient du tube digestif. C'est lui qui apporte les nutriments que le foie va utiliser, métaboliser pour refaire des protéines. Vous avez 1 tiers du sang qui arrive au foie par voie artérielle, par l'artère hépatique, et puis ce sang va être drainé par un système de drainage veineux, les veines sus-hépatiques qui vont directement au niveau du cœur. Ça, c'est pour le côté vascularisation sanguine. Et vous avez en parallèle un système de drainage de bile, puisque le foie fait différentes choses, notamment il fait de la bile qui est produite en permanence, qui est stockée dans la vésicule biliaire et qui va être éliminée, enfin la vésicule va se contracter lorsque l'on va manger, cette bile va nous aider à digérer. Alors, comment faire pour explorer les maladies hépatiques? Eh bien, on peut faire une biopsie du foie. La biopsie du foie nécessite, donc c'est un geste un petit peu invasif avec une aiguille creuse. On fait comme un carottage du foie. Et cette carotte, qui fait en taille réelle 2-3 mm de large et 2 cm de long, est analysée au microscope. Et donc, quand on regarde au microscope, l'ultrastructure hépatique, vous voyez une espèce de mosaïque. Et en fait, c'est cette association de mosaïque, en fait, chaque petit carreau de mosaïque représente un lobule hépatique qui est vraiment l'entité fonctionnelle microscopique hépatique. Et vous retrouvez au niveau microscopique les éléments macroscopiques que je vous ai présentés précédemment, c'est-à-dire que vous avez une vénule portale qui apporte le sang veineux qui va de la périphérie au centre du lobule hépatique et le sang artériel par l'artériole hépatique et qui va de la périphérie au centre du lobule hépatique. Et le centre de ce lobule hépatique, c'est le drainage veineux du lobule. Et le drainage va ensuite donner les veines sus-hépatiques qui vont drainer le foie. Alors, vous voyez que le sang donc, passe à travers des rangées d'hépatocytes, ce qui est en couleur chamois, là, ce sont des hépatocytes. Si on grossit un peu, vous voyez ça, les cellules du foie. Les hépatocytes sont représentés, ce sont ces cellules polyédriques. Et en vert, vous avez les canalicules biliaires. Ces canalicules biliaires sont les structures, les petits canaux qui vont récupérer la bile. Vous voyez que la bile chemine en sens inverse du sang, euh, produite également par les hépatocytes, donc avec des cellules biliaires qui sont des cholangiocytes qui vont récupérer cette bile. La bile est très caustique, donc il faut qu'elle soit mise dans une tuyauterie spécialisée. Et donc, vous voyez que ce sont vraiment les hépatocytes qui produisent la bile par des petites modifications de leur membrane. C'est l'accolement de 2 hépatocytes qui vont faire le début des canaux biliaires. Et donc, vous avez donc, un lien étroit entre les hépatocytes et les canalicules biliaires, représentés sur ce schéma ici. Vous avez ici un hépatocyte, ici un canalicule biliaire, et vous voyez que la production de bile, c'est une production qui nécessite de l'énergie, avec des transporteurs actifs, des différentes protéines, ABCB4, ABCB11, qui vont faire ça c'est différents gènes qui vont faire différentes protéines, donc MDR3, BSEP, et ces différentes protéines, ces transporteurs canaliculaires sont chargés de pousser dans le système biliaire différents composés, donc des phosphatidylcholine, des acides biliaires, du cholestérol, de l'eau, qui vont participer à faire ce liquide complexe qu'est la bile. Et donc, vous avez donc les structures biliaires qui sont représentées ici, de la production microscopique jusqu'aux gros canaux biliaires qui permettront à la bile de s'écouler dans le tube digestif.
Alors, une des premières symptômes d'anomalie d'écoulement de la bile s'appelle la cholestase. La cholestase, par définition, c'est un défaut de production ou d'écoulement de la bile. Ça peut être lié à une maladie au niveau des différents étages que je vous ai présentés, soit une maladie des hépatocytes qui font que la production de bile par les hépatocytes ne marche plus. Soit vous avez une maladie des canaux biliaires. Les canaux biliaires, pour une raison qu'on verra tout à l'heure, peuvent être altérés, les petits canaux biliaires, donc les canalicules biliaires, ou alors ça peut être les gros canaux biliaires qui sont altérés. Et vous avez ici les sigles, donc voie rétrécie pour signifier le défaut d'écoulement de la bile. Alors, comment explorer une cholestase? C'est essentiellement les données biologiques qui vont le permettre. Je ne peux pas rentrer dans les détails faute de temps, mais globalement, les maladies du foie s'explorent essentiellement par des prises de sang. Bien sûr, la clinique est un élément intéressant, mais si on veut prendre les maladies précocement en charge, des prises de sang sont assez indispensables. Et donc, on a des marqueurs de cholestase, gamma-GT, phosphatase alcaline, des marqueurs de cytolyse, azatalate, et puis le médecin va rechercher différents éléments pour évaluer le retentissement potentiel de ces maladies. Un point important quand on recherche une maladie du foie, notamment des maladies cholestatiques, c'est l'imagerie. Donc, vous avez ici représenté un appareil d'échographie, ici un scanner ou une IRM qui vont permettre d'avoir une idée de la morphologie du foie. En dernier lieu, on peut avoir besoin d'une biopsie hépatique qui va nous aider, lorsqu'on ne peut pas, avec les examens non invasifs précédemment décrits, aider à caractériser la maladie hépatique. Donc ça, c'était la présentation de la structure hépatique globalement. Qu'est-ce qu'il faut savoir par ailleurs? Vous savez que donc on est des organismes complexes, on vit dans un environnement avec différents agents extérieurs, notamment de l'agent microbien, bactéries, virus, champignons, parasites. Et donc, l'évolution a fait pour les hommes et comme pour les autres animaux et les autres êtres vivants qu'on a un système immunitaire de défense contre les agents pathogènes, microbiens, et donc avec un système immunitaire, des globules blancs qu'on appelle leucocytes, avec un système immunitaire inné, un système immunitaire euh, acquis qui vont s'activer de façon assez complexe. Je peux là encore pas rentrer dans les détails, mais enfin, globalement, un des acteurs de cette défense antibactérienne, c'est les lymphocytes, notamment quand le lymphocyte B est activé, va produire des anticorps. Ces anticorps-là, qui sont ces formes de petits Y, avec les anticorps, c'est une des armes que possède le système immunitaire pour attaquer les bactéries et les champignons et d'autres agents étrangers qui pourraient être dangereux pour notre corps. Le problème, c'est que ce système immunitaire, parfois, se trompe de cible et va nous attaquer nous-mêmes. Et ça, c'est le début des soucis et ce qui peut engendrer des maladies auto-immunes. Et donc, la plupart des maladies là qu'on va voir sont des maladies auto-immunes hépatiques. Alors, quels sont les facteurs qui influencent les maladies auto-immunes? On ne sait pas très bien. Il y a probablement une part génétique, une part épigénétique, donc c'est-à-dire toutes ces modifications environnementales sur la régulation du génome. Des facteurs probablement du microbiote intestinal, mais bon, c'est pas très bien connu. Alors, quelles sont les différentes maladies finalement? Si votre système immunitaire attaque les hépatocytes, ça va être un tableau d'hépatite auto-immune. Si le système immunitaire attaque les cholangioles, c'est la cholangite biliaire primitive qu'on appelle la CBP. Et si le système immunitaire attaque les grosses voies biliaires, c'est la cholangite sclérosante primitive. Et donc, hépatite auto-immune, CBP et CSP sont les trois maladies que l'on aborde et qui sont ces maladies auto-immunes et cholestatiques hépatiques. Alors, parfois, vous avez ce qu'on appelle des syndromes de chevauchement, où les patients ont à la fois une atteinte type hépatite auto-immune plus une CBP, ou à la fois hépatite auto-immune et CSP, ou parfois CBP et CSP, et parfois les trois à la fois. Alors, quels sont les signes de ces maladies? Eh bien, ils sont assez peu spécifiques. Vous voyez que pour l'hépatite auto-immune, il y a l'asthénie qui est assez classique. Alors, l'asthénie, évidemment, ce n'est pas du tout spécifique. Dans beaucoup de maladies du foie, les gens sont fatigués. À un stade tardif, il peut y avoir un ictère qui est représenté ici là, par un œil d'un patient avec des conjonctives jaunes, mais ça veut dire que, déjà, que la maladie est déjà assez sévère. Je ne peux pas rentrer dans les détails faute de temps, mais globalement, l'hépatite auto-immune, c'est un diagnostic qui va se faire avec de la biologie. Donc, on aura une cytolyse qui sera au premier plan, et puis des marqueurs spécifiques, des auto-anticorps spécifiques et une élévation des gamma-globulines qui sont un bon reflet de la maladie. Le diagnostic, c'est un diagnostic qui prend en compte l'ensemble de ces paramètres-là et qui se fait encore par la biopsie hépatique de ces trois maladies. C'est celle pour laquelle la biopsie hépatique reste en 2025 toujours recommandée.
Dans la deuxième maladie, dans la CBP, la cholangite biliaire primitive, ça s'appelait avant cirrhose biliaire primitive. Le nom a été changé il y a 10 ans parce que cirrhose, ça faisait peur aux patients. Donc, on a changé cirrhose pour cholangite. Alors, c'est un pléonasme parce que cholangite biliaire, ça veut dire cholangio, c'est biliaire. Mais enfin, il fallait trouver une astuce pour garder l'acronyme CBP tout en retirant cirrhose. Donc, finalement, les experts au niveau international ont choisi cholangite biliaire primitive. Bon, peu importe. Les éléments cliniques au premier plan, c'est le prurite qui peut être marqué l'asthénie et puis un stade sévère, l'ictère. Là encore, le diagnostic un peu plus précis va être fait par la biologie. Et là, c'est la cholestase, donc l'élévation des gamma-GT des phosphatases alcalines, qui vont être l'élément au premier plan. Et puis des auto-anticorps spécifiques, les anticorps antimitochondries et certains anticorps antinucléaires. La biopsie peut être faite parfois, mais elle n'est pas au premier plan du tout dans le diagnostic de cette maladie. Dans la cholangite sclérosante primitive, vous avez des signaux communs aux deux autres maladies qui sont présentes, donc le prurite qui peut être présent, l'asthénie et l'ictère. Et là, dans cette maladie-là, c'est vraiment important. Bien sûr, il y a la biologie, mais bon, elle est souvent pas très spécifique. Il peut y avoir un peu de cholestase, un peu de cytolyse. Et là, c'est vraiment l'imagerie qui va être importante, en particulier les examens d'imagerie en coupe, scanner ou IRM, qui vont montrer une altération des gros canaux biliaires qui peuvent être intra et ou extra-hépatiques. Et c'est ces anomalies-là, l'ensemble du tableau qui vont permettre de faire un diagnostic de CSP. Alors, dans ces trois maladies, hépatite auto-immune, CBP, CSP, si la maladie persiste, il va y avoir une dégradation de l'état hépatique, il va y avoir une fibrose. La fibrose du foie, ça veut dire qu'il y a apparition de cicatrices fibrosantes au niveau du foie. Donc, vous voyez, ça commence, le foie est d'abord normal, puis le foie commence à être attaqué par la maladie. Il y a des cicatrices qui sont un peu présentes, puis les cicatrices sont de plus en plus présentes. Et lorsqu'il y a beaucoup de cicatrices, c'est ce qu'on appelle la cirrhose. Donc, c'est un remaniement de l'architecture hépatique qui est tout à fait notable. Comment on fait en pratique en 2025 pour avoir une idée de la présence ou pas d'une fibrose hépatique, voire d'une cirrhose? Eh bien, ce sont les tests non invasifs qui permettent de le faire, avec des tests non invasifs sanguins simples, très simples, comme le FIB4 ou le test ELF, et puis des tests physiques comme le FibroScan, qui je vais vous montrer juste après. Et puis parfois, la biopsie du foie peut être intéressante, mais enfin, elle est de moins en moins utile puisqu'on a les tests non invasifs qui font maintenant aussi bien qu'elle. Un fibroscan, c'est quoi? C'est ça, vous voyez, c'est exactement ce qui se passe. Vous avez le patient qui est allongé, la main derrière la tête au niveau du bras droit pour écarter les espaces intercostaux, et l'infirmière pose la sonde du fibroscan qui va émettre une onde ultrasonore qui va ébranler le parenchyme hépatique et réceptionner l'onde en retour et rendre un résultat qui est visible immédiatement sur un ordinateur. Donc en fait, vous avez ici une ABAC, une échelle là, qui est assez classique. Vous voyez que globalement, quand tout va bien, la fibrose hépatique, le fibroscan et l'élasticité hépatique au mesuré fibroscan est inférieur à 7 kPa. Au-dessus de 14, par contre, c'est très inférieur d'une cirrhose. Et entre les deux, bah, c'est une fibrose plus ou moins sévère. Donc F1, F2 ou F3, c'est un grading de fibrose. Vous voyez l'échelle de couleur. Vert, ça va bien. Rouge, ça va pas. Et entre les deux, c'est orange. Et donc, alors, c'est hyper important de de rechercher la fibrose parce que si on trouve une cirrhose, il est crucial, et c'est recommandé partout, de faire le dépistage tous les 6 mois du cancer du foie par échographie du foie et par dosage de l'alpha-fétoprotéine. Ça survient fréquemment. Il y a 2 à 4% des patients cirrhotiques qui, chaque année, vont faire un carcinome hépatocellulaire. L'autre complication quand il y a une cirrhose, c'est le risque de dysfonction du foie, donc l'altération de la fonction hépatique, la décompensation, c'est extrêmement astreignant. Les patients sont ictériques, il peut y avoir de l'acide. Il y a un autre type de complication carcinomateuse qui peut survenir dans le cas spécifique de la CSP. La CSP, comme vous l'avez compris, c'est l'inflammation des gros canaux biliaires. Eh bien, ça peut donner un cholangiocarcinome, c'est-à-dire le cancer développé aux dépens des voies biliaires. Toutes les structures qui étaient en vert que vous avez vues préalablement, eh bien ça peut se cancériser au stade de cirrhose ou avant au stade de fibrose. Donc, il faut être extrêmement méfiant, c'est un diagnostic souvent difficile. Point commun avec ces différentes maladies, il peut y avoir des maladies auto-immunes qui touchent d'autres organes, notamment le tube digestif. Et donc, les patients, notamment avec des CSP, peuvent avoir des maladies de Crohn ou des rectocolites ulcéro-hémorragiques. Il peut y avoir des maladies rhumatoïdes, SPA, maladies rhumatoïdes, des dysthyroïdies.
Et puis, au cours des cholestases marquées, vous savez que la bile est nécessaire pour l'absorption des nutriments et des vitamines liposolubles. Donc, quand il y a une cholestase, un défaut de l'écoulement de la bile, eh bien, il y a une carence en absorption de vitamines liposolubles, ADEK, et donc il peut y avoir quelques troubles présents, et donc il faut supplémenter les patients. Et puis, le déficit en vitamine D peut participer à de l'ostéopénie et de l'ostéoporose, donc il faut supplémenter également les patients. Un petit mot d'épidémiologie, eh bien, vous voyez que c'est des pathologies relativement. Alors, c'est fréquent dans les maladies rares. Donc, vous voyez, hépatite auto-immune, environ 17 pour 100 000 habitants, CBP 20 pour 100 000 habitants, CSP, c'est plus rare, 10 pour 100 000 habitants. Donc, l'hépatite auto-immune, c'est plutôt une pathologie de la femme, plutôt de la femme mûre, mais il y a des formes pédiatriques. La CBP, c'est une pathologie vraiment essentiellement féminine et de la femme plutôt d'âge de 60 ans. Et au contraire, la CSP, plutôt une pathologie de l'homme jeune. On ne sait pas bien pourquoi ces différences, mais bon, probablement il y a des facteurs génétiques qui jouent. Je vais terminer avec les traitements. Donc, on va voir maladie par maladie. Dans la CBP, le traitement de première ligne qui marche très bien, c'est une molécule qui s'appelle l'acide urso-désoxycholique. Ça a été inventé par le professeur Raoul Poupon il y a 30 ans, à la dose que vous voyez ici. Ça a été assez fantastique parce que ça a permis de diminuer le besoin de transplantation hépatique. Donc, il n'y a pas beaucoup de médicaments dans les maladies du foie qui ont permis de faire que les patients aient moins besoin d'être greffés du foie. Il faut savoir que la CBP, il y a 40 ans, c'était une des premières indications de transplantation hépatique. Donc, les patients, quand ils avaient de l'acide urso-désoxycholique, vous voyez sur cette figure, ont une meilleure survie sans transplantation que ceux qui ne sont pas traités avec acide urso-désoxycholique. Et donc, en fait, plus on va répondre au traitement, eh bien, si la réponse est complète, meilleur sera le pronostic par rapport à une réponse incomplète. Évidemment, s'il n'y a pas du tout d'acide urso-désoxycholique, bah là, la réponse est encore moins bonne. Donc, il y a différents critères pour évaluer la réponse au traitement. Il y a différentes équipes. Donc, les Parisiens, Raoul Poupon, c'était des pathologues parisiens, donc ils ont fait des critères Paris 1 et 2. Et qu'il y a des Européens aussi qui ont fait, et des Canadiens qui ont fait différents scores de réponse. Finalement, globalement, ça s'est assez simplifié parce que ce qu'on a compris ces dernières années, c'est qu'il fallait viser une réponse la plus complète possible, c'est-à-dire au final une normalisation du bilan hépatique, en particulier des marqueurs de phosphatase alcaline, qui est un des marqueurs de la cholestase. Donc, si on arrive à complètement normaliser les phosphatases alcalines, eh ben, c'est tout à fait bon signe. Vous voyez que si par contre on ne les normalise pas, eh bien, c'est moins bon. La survie peut être un peu moins bonne. Donc, vraiment, il faut viser la normalisation du bilan hépatique. Et alors, avec également la CBP, vous voyez que le fibroscan, on retrouve ici fibroscan, plus il va monter au cours du suivi, moins le pronostic est bon. C'est assez logique, hein. Donc, plus vous avez de la fibrose, moins bon sera le pronostic. Et inversement, si vous avez faire baisser le fibroscan, le pronostic est meilleur. Alors, si jamais l'AUDC ne marche pas complètement, on peut mettre un deuxième médicament qui s'appelle le bezafibrate, qui était utilisé, un médicament qui coûte, la boîte doit coûter 3 euros le mois. Donc, c'est vraiment un médicament qui coûte pas cher. Il est utilisé hors AMM, parce que c'est un médicament qui est fait à la base pour faire baisser les triglycérides. Mais là, on ne l'utilise pas pour ça, on l'utilise pour son effet PPAR-alpha, qui est un effet qui va donc diminuer la cholestase. Donc, vous voyez ici sur les phosphatases alcalines, donc le marqueur est clé de la cholestase. Quand on est sous bezafibrate, on va baisser significativement les phosphatases alcalines. Donc, vous avez vu que c'est bon signe par rapport au pronostic global. Et effectivement, ça se vérifie dans des cohortes, vous voyez, qui sont 15 ans de suivi de cohorte. Les patients qui sont sous acide urso-désoxycholique et bezafibrate répondent à une meilleure survie sans transplantation hépatique que ceux qui sont sous AUDC seuls. Donc, ça nous fait deux médicaments AUDC, donc c'est le Colurso, Délursan, Ursolvan pour l'AUDC, et le bezafibrate, qui est le Befisal, qui marche donc, très bien dans cette pathologie-là le plus souvent. Dans l'hépatite auto-immune, il y a des recommandations récentes qui sont sorties. Globalement, c'est très corticosensible. Donc, une petite dose de corticoïdes mise pendant quelques mois vont permettre de normaliser le bilan hépatique. On va ensuite, 15 jours après, mettre de l'azatioprine. L'azatioprine, c'est un antimétabolite. On met une petite dose et on vise la dose minimale efficace. Il n'y a pas besoin d'une forte immunosuppression dans l'hépatite auto-immune. Et généralement, ça marche pas mal. Il y a des formes parfois un petit peu plus coriaces, notamment chez le sujet jeune, qui arrive avec parfois déjà au stade de cirrhose auto-immune. Et là, il faut mettre parfois d'emblée du mycophénolate mofétyl, qui est un autre agent antimétabolite, qui va calmer le système immunitaire, parfois de façon un peu plus efficace que l'azatioprine. Et donc, les recommandations de 2025 européennes disent qu'on peut faire corticoïdes plus mycophénolate en première ligne dans les formes un peu sévères. En deuxième ligne, il y a différentes molécules qui peuvent être essayées. Si on était corticoïde plus azatioprine, on peut mettre du mycophénolate mofétyl.
Parfois, on peut mettre du tacrolimus, parfois de la cyclosporine. J'ai, moi, jamais utilisé d'infliximab ou de rituximab pour des patients. J'ai toujours réussi à m'en sortir avec le tacrolimus. Parfois, on n'y arrive pas. Parfois, les patients sont transplantés hépatiques parce que parfois la maladie est très sévère, très brutale et parfois le traitement médicamenteux ne suffit pas. Dernière pathologie, c'est la cholangite sclérosante primitive. Là, ça nous donne plus de fil à retordre parce qu'en effet, il n'y a pas de traitement très efficace. L'acide urso-désoxycholique, toujours lui, marche un petit peu pour faire baisser les phosphatases alcalines. Vous voyez, ça, c'est le papier Princeps qui avait montré cette affaire. Vous voyez que c'était il y a 35 ans et depuis, on n'a pas fait de progrès. On a essayé différentes choses. Les molécules qui visent l'inflammation ne marchent pas. Et le seul truc qu'on peut parfois être amené à faire, c'est faire des dilatations, des sténoses. Et là, vous voyez, c'est un ballonnet d'un endoscope qui est positionné par voie naturelle, par la bouche, le patient est endormi. Donc, avec le ballonnet, on va dilater des sténoses qui ici sont représentées sur ce cholangiogramme. Ça peut être un élément qui soit intéressant, mais ce n'est pas une maladie facile. Donc, en conclusion, vous voyez, ce sont des maladies fréquentes parmi les maladies rares du foie. Elles sont quand même régulièrement prises en charge par les collègues gastroentérologues de ville et bien sûr d'hôpital. Le réseau Fil-Foie permet de structurer au niveau recherche et au niveau soins les patients. Les associations de patients ALBI et AMVF sont très actives et en cas de besoin, vous pouvez nous contacter pour un contact rapide. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation extrêmement claire. En plus, on a rattrapé le petit retard qu'on avait au départ, donc c'est vraiment parfait. Merci beaucoup. Alors, comme d'habitude, je vous propose, si vous avez des questions, bah, de pouvoir les poser. Alors, pour les poser, hein, soit vous l'écrivez, comme je vous le disais tout à l'heure dans le chat, soit bah, vous prenez la parole, vous levez la main ou vous activez votre micro et normalement, vous avez la possibilité de le faire directement. Donc, je regarde un petit peu. Sabia, peut-être, si tu peux prendre la main également pour le regarder. Et peut-être, Il n'y a pas de question. voilà, en attendant, alors juste, donc c'est la maladie la plus fréquente des maladies rares. Ça représente en file active combien de patients suivis actuellement, par exemple, à Nice? Alors, on a avec Bamara, on a un fichier maintenant qui est centralisé et donc Émilie qui est connectée, je vois, pourra peut-être me corriger. Mais alors, il y a beaucoup plus de patients hépatite auto-immune que de CBP et de CSP. Donc, là, parmi les pathologies, on va dire, alors, les plus fréquentes, comme je l'ai dit, c'est les pathologies que je vous ai présentées. Les maladies vasculaires du foie sont plus rares. Globalement, il me semble qu'il y a environ 150 à 200 patients, je dirais, dans Bamara pour les maladies cholestatiques et auto-immunes hépatiques. La majorité d'entre elles, hépatite auto-immune et CBP, et CSP, un nombre plus faible de patients. Et pour les maladies vasculaires du foie, je dirais qu'il y a entre 40 à 50 patients. D'accord. Et ça, ces patients, c'était des découvertes parce que des patients étaient déjà suivis dans les services de gastroentérologie. Ils ont été adressés par des patients, par des médecins de ville suite à des découvertes justement d'anomalies biologiques ou de cholestase. Tout est possible, effectivement. Alors, ces maladies-là sont des maladies qu'on apprend hein, à l'internat. Donc, elles sont relativement connues, elles sont très bien connues des hépatogastroentérologues et les généralistes parfois aussi y pensent. Et donc, en tout cas, les généralistes sont très à l'affût des perturbations du bilan hépatique. Et donc, quand ils voient une anomalie, ils réfèrent très fréquemment aux hépatogastroentérologues de ville. Et donc, ce sont des pathologies, notamment dans les formes simples, qui sont beaucoup prises en charge par les collègues de ville et qui nous adressent les formes un peu compliquées. Les formes soit qui répondent pas aux thérapeutiques, soit un diagnostic un peu incertain. Il y a des formes de diagnostic un peu atypiques. Il y a des formes graves, hein, comme je vous l'ai dit. Il y a des fois ces maladies-là peuvent commencer chez les enfants. Et donc, des fois, ça nous amène parfois à avoir des gens pris en charge par les pédiatres. Et donc, on peut avoir ces patients qui viennent par des consultations de transition adressées par l'hôpital Lanval, qui va être l'hôpital assez référent pour les patients qui ont ces maladies-là. Le plus souvent, ça va être un collègue gastroentérologue qui va nous contacter ou un généraliste qui va trouver des anomalies cholestatiques persistantes, sans explication autre, sans prise médicamenteuse, sans prise d'alcool, sans contexte d'obésité et qui, de façon tout à fait pertinente, va nous l'adresser pour continuer le bilan. Et une fois le bilan fait, le patient continue à être suivi, j'imagine un petit peu au départ, et puis après, il peut être redirigé vers la ville. Bien sûr, l'idée est
quand les collègues gastro-entérologues nous envoient un patient là, pour un avis un peu expert, eh bien, on peut donner notre avis, réorienter et puis continuer un suivi partagé. Si jamais ils se sentent un peu dépassés, ben, on peut prendre la main et prendre en charge le patient. Donc, ça dépend Variable. des situations. Ça dépend. Et on a pas mal, on peut avoir les collègues aussi des centres hospitaliers au sein du GHT qui peuvent parfois avoir besoin d'un avis ponctuel. Dans les formes les plus graves, évidemment, des patients qui ont besoin d'être transplantés pour ces pathologies-là, c'est plutôt nous qui allons les prendre en charge, mais également pour les patients transplantés, on essaye de faire un suivi partagé dès que nos collaborateurs du territoire seront suffisamment rassurés pour pouvoir les prendre en charge eux-mêmes. On peut être là le partenariat ville-hôpital me semble intéressant. On a aussi nos anciens élèves, tout le docteur Dan Wiesmann, là, qui est gastroentérologue en ville et fait partie de ces jeunes médecins libéraux hépatogastro-entérologues très impliqués, qui a un lien avec nous. Et ça, lui, il a beaucoup de généralistes qui lui réfèrent. Il a également des collègues hépatogastro-entérologues qui font pas beaucoup d'hépato, qui lui envoient des patients. Et donc, il y a quelques hépatogastroentérologues spécialisés un peu dans les maladies du foie au sein des libéraux du 06 ou du 83 qui parfois nous réfèrent quelques patients. Très bien, merci. Sabia, y a-t-il d'autres questions ou as-tu des questions? Alors, il n'y a pas de question dans le chat. Moi, j'avais juste une question concernant en fait les traitements. On voit qu'il y a des améliorations au niveau du bilan biologique. Moi, j'ai une question sur la structure du foie. Est-ce qu'il y a une amélioration sur la structure du foie? On parlait tout à l'heure sur la fibrose, par exemple. Vous regardiez un peu. Oui. Alors, il est apparu on pensait il y a 30 ans, il y avait un dogme que lorsqu'il y avait une cirrhose, quelle que soit sa cause, c'était un état qui était figé, qui ne changeait pas. Et donc, ce dogme de la cirrhose hépatique qui bougeait pas est tombé il y a 30 ans. Et donc, c'est tombé notamment avec les traitements de l'hépatite B qui ont pu démontrer lorsque l'on bloquait l'hépatite B de façon durable, il y avait des réversions de cirrhose qui ont été observées. Et finalement, après, ça a été observé également avec l'hépatite C, puisqu'on a eu il y a 10 ans des traitements fantastiques qui ont permis de guérir les patients avec une hépatite C rapidement et très efficacement. Donc là aussi, on a observé des premières retour en arrière de fibrose. Et alors, dans la CBP, en fait, vous avez vu qu'on a des diminutions de recours à la transplantation hépatique, comme je vous l'ai montré, grâce à l'acide urso-désoxycholique. Et donc, ça montre qu'il y a une amélioration de la fonctionnalité hépatique sous traitement. Et parfois, il peut y avoir des améliorations également de l'architecture hépatique. Donc, oui, la cirrhose peut être moins sévère au niveau histologique, voire réversée en partie. Et donc, alors, ce qui nous manque à l'heure actuelle, et autant je vous ai montré, il y a des tests non invasifs qui sont assez bons pour prédire, enfin, pour pouvoir nous aider à diagnostiquer la fibrose à un temps T. On sait un peu moins s'ils sont fiables une fois qu'il y a une cirrhose présente, si la diminution de ces tests-là est complètement corrélée à la réelle réversion de la fibrose. C'est en cours d'étude, c'est pas complètement clair avec les maladies auto-immunes ou cholestatique hépatique qui sont un peu plus rares. Les données sont pas encore complètement matures. On a l'impression dans les maladies du foie liées à l'obésité que quand les tests non invasifs diminuent, c'est plutôt bon signe. Donc, par analogie avec ce qu'on sait dans d'autres maladies, possiblement, si un fibroscan diminue, c'est bon signe. Et vous avez vu que je vous ai montré un papier qui montrait quand même une corrélation entre baisse de l'élasticité hépatique et meilleur pronostic. Probablement une partie de l'amélioration de l'élasticité hépatique, c'est la diminution de fibrose, mais il ne faut pas oublier que quand on évalue le foie avec une onde ultrasonore qui tapote dans l'organe, on évalue également l'infiltration hydrique qui elle-même est le reflet de l'inflammation de différentes cellules. Donc en fait, l'élasticité hépatique, c'est pas que le reflet de la fibrose hépatique, mais enfin bon, on a quand même un faisceau d'arguments pour penser que bon, si on prend tôt en charge les patients, et si c'est une fibrose qui est récemment apparue, celle-ci peut réverser. C'est aussi l'enjeu globalement qu'il faut agir avant le stade de cirrhose, parce que c'est d'autant mieux qu'il n'y ait pas de cirrhose du tout qu'elle n'ait pas eu le temps d'apparaître, et elle apparaît d'autant pas qu'on a pu faire des bilans hépatiques si les patients étaient fatigués et pouvoir un peu débobiner la, la, la- les causes d'agression hépatique potentielles pour pouvoir les stopper le plus tôt possible. Dernière question. Parce que vous parliez en fait, de complications type Crohn ou maladie rhumato. Est-ce que ces complications, quand elles surviennent, on a déjà le diagnostic d'une atteinte hépatique ou si c'est pas le cas, en fait, dans quel cas on se dit, est-ce qu'on recherche une complication au niveau hépatique
Donc, en fait, si on a ces diagnostics-là, par exemple, qui l- sont pas. les deux sont possibles. Donc, en fait, alors moi, je suis vraiment hépatologue, je m'occupe pas du tout de pathologie du tube digestif. Mais mes collègues qui sont spécialistes des MICI, donc c'était l'équipe du professeur Ebuterne qui vient de partir à la retraite, mais donc qui a été reprise par le professeur Schneider et Adrien Nicolo et Anis Darnaud, eh bien, donc ce sont des spécialistes des MICI, donc rectocolique ulcéro-hémorragique et maladie de Crohn. Quand ils ont une perturbation du bilan hépatique, ils pensent tout de suite à ces maladies-là parce que vous avez vu, il y a du fait que ce sont des maladies auto-immunes, parfois une attaque sur le foie qui est présente. Elle est heureusement pas systématique, mais ça peut arriver. Donc, apparition d'une cytolyse persistante et ou d'une cholestase chez des patients qui sont suivis pour une maladie de Crohn ou une CSP vont faire évoquer la possible apparition de ces maladies-là. Ça n'empêche pas que ces patients peuvent aussi avoir parfois une toxicité médicamenteuse ou ils peuvent être agressés, ils peuvent avoir d'autres causes d'agression du foie, comme un foie gras lié à un excès d'obésité ou trop d'alcool, si jamais il y avait une consommation d'alcool. Mais quand on a éliminé les autres causes classiques d'agression du foie, eh bien parfois c'est lié à une maladie inflammatoire hépatique, en particulier la CSP. Et donc, chez les gens qui suivent des patients avec ces maladies-là, eh bien, sont très au fait du suivi. Et inversement, nous, hépatologues, quand on a un patient avec une maladie cholestatique ou auto-immune hépatique, eh bien, si un patient décrit des diarrhées qui vont pas avoir tendance à se résoudre rapidement, comme une gastroentérite banale, ou à fortiori, s'il y a perte de poids ou des diarrhées sanglantes, il faut très rapidement aller à l'endoscopie colique pour vérifier qu'il n'y ait pas une atteinte spécifique de la muqueuse, parce qu'on a quelques patients qui démarrent leur maladie inflammatoire intestinale des années après le diagnostic hépatique. Donc c'est possible dans les deux sens. Merci. Merci. Pendant ce temps-là, y a-t-il d'autres questions? Non. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va pouvoir remercier le professeur Anti pour ses réponses extrêmement claires et cette présentation extrêmement claire. On garde le numéro de téléphone de Madame Corniglion et son adresse mail au cas où pour adresser. Et on a bien compris que voilà, le réseau est déjà bien structuré avec les hépatologues de ville. Donc, on peut avoir quelque chose de crescendo pour assurer cette prise en charge. Et puis après, le retour directement vers la ville une fois les choses mises en place. Un très grand merci pour ce nouveau webinaire. Et puis, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous pour les prochains. Et je rappelle que ces webinaires sont visualisables sur la plateforme. Sabia les met en ligne régulièrement. Donc, dès le montage, vous serez informé et vous pourrez le revisualiser et surtout en parler autour de vous parce que ben voilà, plus on sera nombreux à travailler de façon simple et en coopération, mieux ce sera. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup et à Merci. bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.